Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la standardisation et plus particulièrement ce cours numéro 6 dans lequel nous allons écrire un standard de travail. En tout cas, je vais vous présenter les différents supports que vous devrez mettre en place pour écrire vos standards de travail dans votre organisation. Alors plus particulièrement, sachez qu'il y a 4 composantes que vous devrez maîtriser, que vous devrez définir afin d'écrire les feuilles de travail standard dans le cadre de vos opérations dans votre entreprise, dans votre organisation. Alors je ne suis pas là pour vous donner des formats types pour chacune de ces composantes. Il y en a évidemment qui accompagnent ce cours que vous pouvez télécharger, mais comprenez bien que les supports d'écriture du travail standard doivent être personnalisés, doivent être adaptés à votre entreprise, à votre industrie, si vous êtes dans les services, si vous êtes dans une entreprise manufacturière ou une entreprise pharmaceutique, les attendus seront à chaque fois différents. Il y aura des choses sur lesquelles il faudra plus insister, d'autres sur lesquelles il faudra moins insister. Donc, je vous donne des exemples de supports pour écrire le travail standard, mais ils ne sont nullement des guides que vous devez absolument suivre. Le but est de vous former sur le contenu de ces supports et après, à vous de développer vos propres supports par rapport aux différents attendus que l'on va expliciter dans ce cours. Alors, on disait il y a effectivement 4 composantes que vous devez avoir dans le travail standard. La première composante que vous devrez mettre en place, c'est la distribution des rôles de chaque opérateur dans chacun des cas d'exécution du travail. Donc, qu'il y ait une distribution claire des différents rôles, des différents intervenants pour exécuter le processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des règles et bonnes pratiques à suivre qui décrivent l'enchaînement, donc les tours de main, donc le savoir-faire, les règles qualité, les règles sécurité pour chacun des rôles, une feuille pour chaque rôle et chacun des cas ou configurations de production. Donc vous pourrez utiliser ce qu'on appelle le diagramme spaghetti qui montre les séquences et la localisation de l'opérateur pour exécuter le travail standard sur lequel il est attendu. Donc ça, c'est la troisième composante. Et la quatrième composante, c'est un outil d'estimation des temps de référence pour chacune de ces activités, de manière à avoir un référentiel clair sur le temps que l'on doit allouer à chacune de ces activités et savoir si l'on est dans les clous ou non. Alors, on va revenir plus en détail sur chacun de ces 4 éléments et on va les expliciter les attendus de chacun d'entre eux. Mais encore une fois, il y a des exemples qui sont fournis, vous pouvez vous en inspirer, mais n'hésitez pas à développer vos propres supports de manière à ce que ça soit vraiment personnalisé. Il y a des industries, j'ai par exemple travaillé dans l'industrie de la métallurgie sur lesquelles la sécurité est une attente fondamentale, dans laquelle donc, les standards de travail doivent reprendre de manière prioritaire ces attendus sécurité. Il y a d'autres industries dans lesquelles par exemple un processus administratif où la partie sécurité va être certainement moins mise en avant, mais la qualité des livrables ou le produit fini de chacune des opérations plus clairement explicité que ça peut être le cas dans le domaine de la métallurgie. Donc encore une fois, c'est vraiment au cas par cas et à vous d'élaborer vos propres supports. Donc le premier élément que nous avons mentionné, c'est vraiment la distribution des rôles. Alors, quel est l'objectif de cet élément du travail standard? C'est que c'est un document qui va servir à la formation, un document simple qui va servir à la formation pour expliquer quelles sont les différentes interactions entre les opérateurs, entre les différents intervenants dans ce processus, de manière à ce que ce processus soit clairement identifié de qui doit faire quoi à quel moment. Ensuite, c'est un véritable outil de formation à la polyvalence, à amener les opérateurs à devenir
polyvalence sur les différents rôles que peut contenir votre processus. Il y a 2, 3 ou 4 rôles. C'est les inciter à de la polyvalence à l'intérieur de ces 4 rôles, de manière à ce que s'il y a des absences, s'il y a des maladies à l'intérieur des opérateurs qui exécutent un rôle en particulier, qu'il y ait possibilité d'être flexible dans le domaine de l'échangeabilité entre les compétences pour ces différentes activités. Et finalement, d'écrire de manière exhaustive et unique ce qui doit être fait à l'intérieur du rôle concerné. Le deuxième élément, ce sont les règles inhérentes à chacun des rôles que l'on a déjà attribués. Donc à l'intérieur de ces règles, on va finalement décrire ce qu'on appelle les bonnes pratiques, ou on appelle ça aussi les tours de main, ou le savoir-faire, l'expérience. Donc on va décrire ces bonnes pratiques de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier et les mettre en pratique et exécuter le travail standard de manière optimale. Donc on va identifier plusieurs choses dans ces règles, c'est notamment les outils, on a parlé les tours de main, les points de validation qualité, les points de validation sécurité à mettre en œuvre à l'intérieur de ce rôle. Ensuite, on va décrire l'enchaînement de ces différentes tâches, l'enchaînement entre les différentes activités, comment elles se déroulent, de manière à ce que l'opérateur identifié puisse avoir une vision exhaustive des différentes activités qu'il a à réaliser pour faire cette tâche. Et encore une fois, au niveau de la formation, se servir de cet outil de règles fondamentales qui va permettre à la formation ou à guider l'apprentissage des nouveaux venus sur les attendus de cette activité. Le troisième élément, ce qu'on appelle le diagramme spaghetti, qui va reprendre dans une certaine mesure l'orchestration des tâches, mais de manière plus visuelle, avec un plan de la zone de travail, avec la représentation des équipements, des outils, le positionnement des encours, ou plutôt des stocks intermédiaires, de manière à géographiquement localiser la personne qui doit exécuter la tâche pour que celle-ci se repère dans l'espace sur les attendus de ce standard de travail. Donc, on va encore une fois retrouver les différentes étapes du processus du travail de l'opérateur, la séquence à exécuter par l'opérateur ou la machine, ses déplacements, de manière à être rigoureusement identique aux différentes étapes de travail que l'on a identifiées dans l'étape précédente. Finalement, on va retrouver dans ce diagramme spaghetti les différents points clés, l'endroit à laquelle les différents points clés, qualité ou sécurité, doivent être validés. Donc une reprise de ce qui a été dit au niveau des règles de manière plus visuelle, de manière géographique sur ce diagramme spaghetti. Alors vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme spaghetti, ou pourquoi en tout cas on l'appelle diagramme spaghetti. Vous l'aurez peut-être deviné, j'aurais peut-être dû en parler juste avant de l'introduire, mais le diagramme spaghetti s'appelle diagramme spaghetti tout simplement parce que l'on représente visuellement les déplacements de l'opérateur dans la cellule de travail pour lui montrer quels sont les différents déplacements qu'il doit exécuter pour effectuer le travail standard. Donc lorsqu'on représente visuellement ces déplacements par des traits, ça, au bout d'un moment, à la fin de l'activité, à la fin de la séquence de travail, ça représente beaucoup de traits, donc on appelle ça un diagramme spaghetti parce que les traits sont parfois un peu emmêlés. Et le quatrième élément du travail standard que le travail standard doit comporter, c'est évidemment les temps de référence. Alors, peu importe la façon dont ils sont représentés, est-ce qu'ils sont représentés pour chacune des tâches, est-ce qu'ils sont représentés pour la tâche en général, ça c'est selon votre degré d'une part de maturité et d'autre part de compréhension ou en tout cas de capacité à mesurer ces différents temps de travail, dépendamment des industries dans lesquelles on va se retrouver. Si on se retrouve dans l'industrie automobile, on va pouvoir aller très loin dans la décomposition des temps. Si l'on se retrouve dans l'industrie métallurgique, la décomposition des temps va être beaucoup plus macro et on va avoir des temps de référence beaucoup plus macro. Donc évidemment, ça doit être adapté à l'industrie, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment des temps de référence pour chacune des activités à exécuter, de manière à avoir une configuration standard en termes de temps et avoir des temps de référence sur lesquels on peut s'appuyer pour valider que l'on exécute le travail dans le temps attendu et s'assurer que l'on respecte le temps tact, donc on a parlé dans le cours précédent, qu'on respecte la demande client en termes de capacité de production. Donc ça conclut ce cours sur les composantes du travail standard. Donc je vous les rappelle,
la distribution des rôles de manière à clairement expliciter qui fait quoi dans le processus, les règles et les bonnes pratiques à identifier dans la séquence de travail, le diagramme spaghetti qui permet visuellement de remettre en place ces règles et de voir la séquence de manière géographique dans la cellule de travail, et les temps de référence pour chacune des activités à exécuter dépendamment des configurations.